aucun effort. Le jardin de la propriété près d'Avignon était encore humide de la pluie nocturne, et les tables pliantes étaient appuyées contre la clôture là où ma belle-mère Béatrice les avait laissées quelques jours plus tôt. J'ai déverrouillé l'abri de jardin et j'ai commencé à sortir les affaires. Des œufs en chocolat emballés dans du papier doré dans une boîte en carton, des rallonges électriques, 2 glacières qui sentaient encore un peu les vacances de l'été dernier. Au moment où le soleil a dépassé le toit en tuiles des voisins, le jardin avait déjà l'ossature d'une fête. Les tables étaient recouvertes de nappes en lin au ton pastel. Les cachettes pour la chasse au chocolat étaient à moitié dissimulées sous les lauriers roses et autour du vieux chêne. J'ai vérifié mon téléphone et confirmé l'heure d'arrivée du traiteur. J'ai payé le solde restant de 800 €. Ce n'était pas un geste de générosité. C'était juste quelque chose qui devait être fait. À l'intérieur de la maison, la cuisine avait toujours cette odeur familière. Le café, la cannelle, le spray nettoyant à la lavande que Béatrice aimait tant. Je me déplaçais avec précaution, comme quelqu'un qui travaille dans un endroit qui, techniquement, ne lui appartenait plus. Cette partie avait changé après que mon père, Jean-Pierre, se soit remarié. Pas du jour au lendemain, plutôt par érosion. Au début, c'était de petites choses. Ma chambre d'enfant devenant la chambre d'amis. Des décisions prises sans que personne ne me demande si je serais présent. Mais les fêtes de famille étaient restées les mêmes, ou du moins le travail qu'elles impliquaient l'était resté. En milieu de matinée, les invités ont commencé à arriver. Mon frère Nicolas est arrivé avec ses 2 enfants. Quelques cousins que je n'avais pas vus depuis des mois ont erré dans le jardin et ont immédiatement commencé à me poser des questions. Où devons-nous mettre les pâtisseries? Est-ce que la chasse aux œufs commence bientôt? Veux-tu de l'aide pour installer ces chaises? Ça se passait toujours comme ça. Les gens supposaient que je dirigeais les opérations parce que c'était généralement le cas. Ma belle-mère est passée 1 ou 2 fois, hochant la tête d'un air approbateur devant l'installation, tel un manager inspectant une salle de réception. Mon père a passé la majeure partie de l'après-midi à discuter près du barbecue avec ses voisins. Personne n'a demandé à quelle heure j'étais arrivé. La chasse aux œufs elle-même a été bruyante et chaotique, comme ce genre de choses l'est habituellement. Des enfants courant sur l'herbe mouillée, des adultes tenant des tasses de café et riant de rien de particulier. L'un de mes cousins s'est penché vers moi et m'a dit « Tu organises toujours ça si bien ». J'ai souri. Le compliment m'a touché de façon lointaine. La camionnette de l'entreprise Traiteur Saveur du Sud est arrivée vers 16 h. J'ai guidé le personnel à travers la cuisine et je leur ai montré où se trouvaient les prises de courant. Ils m'ont reconnu de l'année précédente. « C'est encore vous le contact cette année ?» a demandé le responsable. « Oui, tout est déjà réglé », ai-je répondu. Il a hoché la tête et s'est mis au travail. En début de soirée, le jardin était plein. Des chaises entouraient les tables, les assiettes étaient empilées, de la vapeur s'élevait légèrement des plateaux en inox qui attendaient dans la cuisine. Pendant un instant, cela ressemblait à une réunion de famille parfaite. Puis mon père a élevé la voix, sans crier, juste assez fort pour interrompre les conversations. Il avait ce ton qu'il utilisait pour corriger un employé en public. Celui destiné à marquer une limite infranchissable. « Tu n'es plus qu'un invité dans cette famille maintenant », a-t-il dit à travers la table. « Ne dépasse pas tes limites. » Les mots sont restés en suspens plus longtemps que prévu. Ma belle-mère a hoché la tête une fois à ses côtés, calme et certaine. Mon frère ne m'a pas regardé. Il fixait son assiette comme s'il venait de découvrir quelque chose de très intéressant dans son gratin dauphinois. Personne d'autre n'a parlé. C'était étrange de voir à quel point tout était devenu silencieux. Les rires d'une minute plus tôt semblaient s'être évaporés du jardin. Je me suis levé, pas brusquement, juste assez pour reculer la chaise et marcher vers la maison. Quelques invités ont supposé que j'allais chercher du vin. Quelqu'un a demandé si le service allait commencer. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur de la cuisine, les plateaux du traiteur étaient encore fermés, la chaleur s'accumulant sous le papier d'aluminium. Le personnel terminait l'installation des couverts. J'ai attrapé mes clés de voiture et mon sac sur le comptoir. Puis j'ai sorti mon téléphone. Le compte client du traiteur était encore ouvert sur l'écran. Le responsable est entré un instant plus tard. « Prêt à envoyer les plats ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé dans les yeux. Je dois tout annuler. Il a cligné des yeux. Annuler le dîner. Je suis le titulaire du compte et celui qui a payé la facture.
Cette partie était facile à vérifier. Mon nom figurait sur chaque document. J'ai passé un court appel au bureau de l'entreprise, le même numéro que j'avais utilisé pour passer la commande des semaines plus tôt. Ma voix est restée stable tout le temps. Juste une demande d'annulation de dernière minute. Une question de procédure. Quand j'ai raccroché, le responsable a hoché la tête lentement. Compris, a-t-il dit. Nous allons remballer la nourriture et reprendre le matériel. Dehors, la confusion a commencé environ 10 minutes plus tard. Au début, cela ressemblait à un rangement de fin de soirée, le personnel déplaçant les plateaux, la camionnette reculant plus près de l'allée. Puis les gens ont réalisé que les assiettes restaient vides. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mon père est entré juste au moment où je l'atteignais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé. « La nourriture s'en va. »« Qu'est-ce que tu veux dire par elle s'en va ?» La commande a été annulée par le payeur. Il m'a dévisagé pendant un moment, essayant de comprendre la logique de cette phrase. Tu ne peux pas simplement partir en laissant tout le monde comme ça. J'ai ajusté la sangle de mon sac sur mon épaule. Je pensais que je n'étais qu'un invité. Les mots n'ont pas semblé dramatiques quand je les ai prononcés, juste exacts. Derrière lui, le responsable du traiteur est apparu dans le couloir. Puisque le titulaire du compte a annulé la prestation, a-t-il expliqué avec une courtoisie professionnelle. Nous devons retourner la commande au laboratoire. L'autorité, à ce moment-là, ne ressemblait pas à de la colère. Cela ressemblait à une application stricte des conditions générales de vente. Mon père a ouvert la bouche comme s'il allait protester, mais il n'y avait plus rien de contractuel à contester. Depuis le couloir, mon frère Nicolas regardait la scène en silence. Pour la première fois de la journée, il m'a regardé vraiment. Je lui ai fait un signe de la tête. Puis j'ai franchi la porte. Le bruit du jardin s'estompait alors que j'atteignais ma Peugeot garée un peu plus loin dans la rue. Les invités se levaient déjà. Des conversations confuses commençaient à se propager entre les tables. Des enfants posant des questions, des adultes vérifiant leurs montres. La fête se délitait lentement, de la façon dont les châteaux de cartes s'effondrent lorsque la base disparaît. Partir n'a pas ressemblé à une vengeance ou à une victoire. C'était juste un sentiment nouveau. Pendant des années, j'avais confondu ma valeur avec mon utilité. Si j'organisais assez, si je payais assez, si je gérais tout, peut-être que je me sentirais encore chez moi. Mais être utile n'avait apparemment jamais été la même chose qu'être aimé par sa famille. Environ 40 minutes plus tard, alors que je roulais sur l'autoroute, mon téléphone a vibré. Un message de Nicolas. Je n'avais pas réalisé que c'était toi qui finançais et gérais tout ça. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone sur le siège passager, écran vers le bas. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis arrêté dans une petite brasserie au bord de la Nationale, le genre d'endroit avec des néons fatigués et des banquettes en plastique qui collent un peu à la peau. J'ai commandé un expresso, puis une part de tarte aux pommes. Par la fenêtre, le ciel devenait d'un bleu profond, et quelque part de l'autre côté du département, le rassemblement de ma famille se dissolvait probablement en excuses gênées et en confusion totale. Quelqu'un d'autre organiserait les choses l'année prochaine. Ou peut-être que personne ne le ferait. Pour la première fois depuis très longtemps, cette responsabilité ne pesait plus sur mes épaules. Cette histoire nous rappelle cruellement que dans certaines familles, la générosité et le dévouement finissent par être perçus comme des acquis, voire des obligations, plutôt que comme des gestes d'amour. Le protagoniste a longtemps cru qu'en se rendant indispensable, il achèterait sa place au sein du foyer, pour finalement réaliser que le respect ne se négocie pas par le travail ou l'argent. En reprenant son pouvoir au moment exact où on lui signifiait qu'il n'était qu'un étranger, il a simplement aligné la réalité sur les mots de son père. C'est une leçon sur les limites personnelles et sur l'importance de ne pas rester là où l'on est toléré mais là où l'on est apprécié. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire est de cesser de porter le poids d'un édifice qui ne nous reconnaît plus. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression d'être devenu un étranger au sein de votre propre famille malgré tous vos efforts pour la maintenir unie ?